Bienvenue au nom de Attac et de Etika pour cette dernière conférence de la saison, en tout cas dernière conférence lunch. Donc nous sommes heureux de vous accueillir et de recevoir Guillaume Pitron pour son livre donc La guerre des métaux rares. Parce que c'est un sujet qui est assez rarement, mais vous allez le voir, qui risque de l'être de plus en plus dans les médias. Alors les métaux ou terres rares, vous les avez dans vos ordinateurs, dans vos smartphones, dans vos tablettes, dans la majorité des appareils électroniques, mais aussi dans d'autres appareils beaucoup plus gros, comme les éoliennes, comme les catalyseurs pour les bus hybrides, etc. Et donc ce sont des métaux qui sont tout à fait stratégiques aujourd'hui comme demain. Et nous allons voir avec Guillaume Pitron en quoi ils constituent un goulot d'étranglement assez sérieux à la fois pour le capitalisme noir, tel que nous connaissons aujourd'hui, qui n'est pas du tout écologique, mais qui est aussi un goulot d'étranglement sérieux concernant le capitalisme dit vert, donc le capitalisme qui tend vers la transition énergétique. Donc on va, comme d'habitude, laisser l'orateur parler pendant 40 à 50 minutes, de préférence sans questions. Et comme la tradition le veut, on conclura avec la séance de questions-réponses et une séance de dédicace pour les personnes qui le souhaitent. Voilà. Je rappelle que sinon que nous filmons les conférences, donc on ne filme pas le public, on filme surtout l'orateur. Donc si vous voulez poser une question, de toute façon, si vous ne voulez pas être vu, vous restez juste face au public, face à l'orateur, et donc on ne verra pas votre visage. Mais c'est juste pour nous, pour vous prévenir que voilà, on respecte les données privées, etc. Voilà, je vous souhaite une bonne conférence et je vous dis à tout de suite. Voilà. Merci. Vous m'entendez bien? Oui, vous m'entendez bien? Je m'appelle Guillaume Pitron et je suis journaliste, réalisateur, et je suis ravi d'être là avec vous aujourd'hui, très honoré d'être invité par Jean-Sébastien Zipper, l'association Etika et Attac, c'est ça, les deux associations qui coordonnent cette réunion. Je suis journaliste, comme je vous dis, je travaille pour la presse française, la presse écrite et également la télévision, et pendant 6 années, j'ai traversé le monde dans diverses directions, sur 4 continents, avec toujours cette question en tête que je vous soumets: par quoi est-ce que nous allons bien pouvoir remplacer le pétrole? Parce que finalement, nous vivons une transition énergétique. Et cette transition énergétique, elle a connu un formidable coup d'accélérateur avec la signature en 2015 de la COP21. La COP21, les accords de Paris, qui ont en fait donné un formidable coup d'accélérateur à cette transition énergétique. Cette transition énergétique, vous connaissez tous ses fondamentaux. C'est cette idée qu'il va falloir décarboner nos économies, nous diriger vers davantage de technologies vertes, bas carbone. Ces technologies, vous les connaissez, les panneaux solaires, les éoliennes, les voitures électriques, et puis également des algorithmes. Donc il faut du numérique pour améliorer l'efficacité des technologies vertes. C'est ce qu'on appelle l'efficience énergétique. Ça marche un peu une fois sur deux. Hein. Vous voulez pas que je prenne plutôt le micro? Non, ça va comme ça? Parce qu'en fait... Voilà. Bon. Et donc il y a ces technologies vertes qui donc sont fertilisées par les technologies numériques qui permettent en fait de rendre ces technologies vertes plus efficientes. C'est ce qu'on appelle l'efficacité énergétique. Simplement, ces nouvelles technologies, elles sont consommatrices de ressources. Et finalement, ce que l'on constate également, c'est qu'à chaque transition énergétique correspond une matière, une ressource sans laquelle cette transition n'aurait pas lieu. Au XIXe siècle, la première révolution industrielle, qui était aussi une transition énergétique, c'était la révolution qui se fondait sur la technologie de la machine à vapeur, pour laquelle on avait besoin de charbon. Pour la deuxième révolution industrielle, au XXe siècle, le moteur thermique avait besoin de pétrole. Et pour cette troisième révolution industrielle, c'est le mot employé par Jeremy Rifkin, troisième révolution industrielle, eh bien, il nous faut des métaux rares. Dans la nature, vous avez des métaux abondants. Tout le monde connaît les métaux abondants, le fer, l'aluminium, le cuivre, le zinc. Jusque-là, ce n'est pas un secret pour vous. Simplement, dans une mine, il n'y a pas que des métaux abondants. Il y a également des métaux rares, c'est-à-dire des métaux qui sont naturellement associés aux métaux abondants dans des proportions infimes. Par exemple, dans une mine du fer, eh bien, vous trouvez également un métal qu'on appelle le néodyme. Et ce néodyme, c'est un métal rare, et je vais vous en donner quelques noms de métaux rares, qui est présent dans la mine en moyenne dans des proportions 1000 fois moindres. Donc pour 1
1 tonne de fer, vous avez 1 kg de néodyme. Pour 1 kg de fer, vous avez 1 gramme de néodyme. Alors, ces métaux rares, il y a une trentaine. J'ai cité le néodyme, mais on peut également parler du cobalt, du gallium, de l'indium, du germanium, le tungstène, les terres rares qui sont une classe de métaux rares qui elles-mêmes se subdivisent en plusieurs métaux tels que le samarium, l'europium, le lutécium, etc. On fait un peu de poésie en parlant de ces métaux. Ces métaux, personne ne connaît leur existence, ou très peu de personnes en connaissent l'existence. Souvent, on ne sait même pas prononcer les noms, mais ces métaux sont indispensables pour les technologies vertes. Alors ces métaux, il y en a une trentaine comme je vous ai dit, on les appelle rares parce qu'ils sont géologiquement rares, ils sont rares d'un point de vue industriel parce que c'est compliqué pour un industriel d'aller extraire et raffiner ces métaux, donc il peut y avoir des goulets d'étranglement au niveau industriel, c'est-à-dire que la ressource est disponible mais on n'a pas l'outil industriel pour le transformer et pour finalement bien nourrir la demande. Ce sont des métaux stratégiques parce qu'ils sont indispensables pour les économies de nos pays occidentaux, lorsqu'un métal est indispensable pour l'aéronautique, la santé, l'automobile, il devient stratégique. Et puis ces métaux sont critiques. Et le mot critique est très important, puisqu'en fait la Commission européenne parle de criticité en disant ces métaux, en fait, ils sont critiques parce qu'il y a un risque de pénurie sur les approvisionnements. C'est-à-dire que leur production est concentrée, la demande est forte, l'offre n'est pas assez forte par rapport à la demande, et finalement, il y a un risque que nous manquions de ces métaux, et c'est ainsi que je vous propose cette liste de matières premières critiques, considérées comme critiques par la Commission européenne. Tous les 3 ans, la Commission européenne met à jour cette liste de matières premières critiques, et donc ça veut dire que l'Europe pourrait en fait manquer de ces matières premières. Alors ce qu'on constate en la regardant, c'est que d'abord il n'y a pas que des métaux dans cette liste. À gauche, vous trouvez du caoutchouc. Voilà. On ne pensait pas qu'on pourrait manquer de caoutchouc, on ne pensait pas que le caoutchouc pourrait être critique, mais encore une fois, la demande de caoutchouc est telle que finalement, il peut y avoir un risque de rupture d'approvisionnement. On trouve également, c'est étonnant également, du silicium. Le silicium, c'est l'un des éléments les plus abondants sur la côte terrestre. C'est du sable, le silicium. Mais vous savez qu'on a besoin de sable pour la construction, le sable de plage. Et finalement, même cet élément extrêmement abondant pourrait manquer. On trouve de l'hélium. L'hélium, c'est un gaz, bien sûr. Pour le reste, ce sont essentiellement des métaux, et donc ces fameux petits métaux. Antimoine, barite, beryllium, cobalt, bismuth, etc., etc., etc. Donc ces métaux, vous avez compris, sont indispensables, et je vais vous rentrer un peu dans le détail pour vous expliquer en quoi ils sont indispensables. D'abord, ces métaux, on les trouve dans les voitures électriques et dans toutes les technologies vertes. Donc si je devais prendre un seul exemple d'une technologie qui est emblématique de la révolution énergétique actuelle, de cette transition vers les énergies vertes, c'est bien la voiture électrique. Et bien cette voiture électrique, selon ce dessin, ce schéma nous montre en fait qu'est-ce qu'il peut y avoir comme terres rares, donc cette catégorie, cette classe de métaux rares dans une voiture. On en trouve un peu partout, c'est aussi bien pour le polissage des verres, on en trouve également pour tous les aimants de néodyme, c'est très très important, les aimants de néodyme, ils sont là. Je vous explique. Grâce à ces métaux, on fait des aimants, et en fait ces aimants, qui sont des aimants avec donc du néodyme, lorsqu'ils sont traversés de aimants par un courant électrique, en fait, ils bougent naturellement l'un par rapport à l'autre, ils pivotent l'un par rapport à l'autre. Donc en fait, dans un moteur électrique, ça crée du mouvement. Donc le piston, qui était une façon de créer du mouvement, alimenté par du pétrole, est remplacé par 2 aimants de néodyme qui tournent l'un par rapport à l'autre. Et donc ça crée du mouvement et donc ça fait rouler un moteur. Donc quand on parle de transition énergétique, elle se fonde notamment sur cette matière, le néodyme, qui, utilisé sous forme d'aimant, va créer du mouvement à la place du bon vieux piston alimenté par des hydrocarbures. Et c'est ça la transition énergétique, c'est du mouvement, mais qui ne génère pas de carbone, qui ne génère pas de CO2. Et donc du coup, on peut rouler vert. Alors voici pour vous montrer un petit peu finalement cette idée de ce dessin. Je ne vais pas le vous commenter parce qu'on y passerait la journée, mais c'est juste vous dire qu'en fait on trouve de ces métaux partout. Et encore, là on n'a pas parlé du cobalt, du graphite, du lithium qui se trouve dans la batterie de la voiture électrique. Donc les technologies vertes, mais c'est vrai également pour les éoliennes, pour les panneaux solaires, sont truffées de ces matériaux. Alors il y a cette grande idée qui est très importante et qui est chère à Jeremy Rifkin, qui je sais est très populaire au Luxembourg, qui est que en fait cette technologie verte fonctionne mieux si elle est couplée avec une technologie numérique. Vous savez, en France, on a, peut-être que vous avez ça, je ne sais pas comment ça s'appelle chez vous, les compteurs Linky. C'est ces compteurs intelligents qu'on installe de plus en plus dans les foyers et qui permettent de calculer exactement votre consommation d'électricité à un instant donné. Et ça, c'est vachement important parce que aujourd'hui, nous avons besoin d'injecter toujours de l'électricité dans le réseau énergétique, dans le réseau électrique. S'il n'y en a pas assez d'électricité, c'est le blackout, et si on a trop, on gaspille. Et donc l'idée, c'est de calculer au plus près le besoin de chacun, de façon à ce que
on puisse acheminer la bonne dose d'électricité. Je vous rappelle qu'on stocke très mal l'électricité, donc on achemine la bonne dose d'électricité au bon endroit au bon moment. Donc par la grâce d'un algorithme, les technologies vertes vont pouvoir être utilisées de façon plus efficiente, puisqu'on va permettre finalement de l'efficience, de l'efficacité énergétique. Et donc c'est cette idée de la fertilisation du green tech par le numérique qui en fait est très importante et qui rend la transition énergétique possible, et c'est ce que Jeremy Rifkin appelle justement la transition, la troisième révolution industrielle. Alors naturellement, qu'est-ce qu'on trouve dans donc le numérique? Si je devais prendre un seul exemple d'une technologie numérique, typiquement l'interface avec laquelle vous allez pouvoir commander demain et dès aujourd'hui l'alimentation vous allez pouvoir commander l'ouverture de telle porte ou bien allumer. C'est un téléphone portable. Un téléphone portable contient des tas de métaux rares. Et ça, personne ne s'en rend compte. Alors ce schéma nous indique en fait, et encore une fois on ne va pas le commenter parce que sinon on y passerait une nouvelle journée, mais vous comprenez qu'en fait il y en a environ une vingtaine, contient une vingtaine de métaux plus ou moins rares, plus ou moins abondants. Alors parmi les métaux abondants, on va retrouver par exemple du cuivre, on le voit, c'est le premier en haut à gauche en vert, mais vous allez trouver surtout beaucoup de terres rares. Et en fait, on voit toutes les terres rares, enfin beaucoup de terres rares ici. Le fameux gadolinium, le dysprosium, le praséodyme sont des terres rares, donc cette classe de métaux rares. Ce qui est intéressant, c'est de voir que ça contient de l'indium. L'indium tout en haut à gauche. L'indium, c'est hyper important pour le téléphone portable. Vous savez, pendant longtemps, on a dû envoyer des SMS en tapotant sur des touches. C'était insupportable. Puis un jour, Steve Jobs a dit « mais moi, j'ai créé les écrans tactiles ». Et aujourd'hui, plus personne ne pourrait se passer d'écran tactile. C'est merveilleux d'avoir des tablettes tactiles, des écrans tactiles. Mais qu'est-ce qui permet à un écran d'être tactile? C'est une poudre, un oxyde de cet indium qui va recouvrir l'écran et qui va lui conférer justement cet aspect tactile. Et donc aujourd'hui, si nous pouvons tapoter sur nos téléphones, c'est grâce à l'indium. Vous trouvez du néodyme dans les téléphones portables, j'en ai parlé tout à l'heure dans les voitures électriques. Le néodyme est indispensable pour faire vibrer votre téléphone. Quand votre téléphone vibre, c'est un tout petit aimant qui fait la moitié de la taille, je pense, de longue de mon auriculaire et qui contient notamment cette terre rare qu'on appelle le néodyme, et grâce à ça, votre téléphone vibre. En fait, on ne pourrait pas se passer... Comment ? Le micro et le haut-parleur aussi. Et le micro et le haut-parleur. Alors je fasse attention parce que j'ai quelqu'un qui va sérieusement vérifier tout ce que je dis. A raison. Et donc en fait, nous ne pourrions pas nous passer de ces métaux rares. Nous en avons en permanence sur nous. À l'instant où je vous parle, j'en ai dans mon micro, vous en avez dans vos téléphones. Nous ne pourrions pas vivre une seule journée sans ces métaux rares. Ce qui est intéressant, c'est que finalement, on ne s'en rend pas vraiment compte. Donc nous avons deux familles de technologies, les vertes et le numérique, qui se fertilisent, qui sont elles-mêmes dépendantes de ces nouvelles matières premières, qui, à mesure que le pétrole va représenter une part moins importante dans les mix énergétiques, et à mesure que le green tech va représenter une part plus importante de ces mix énergétiques, eh bien, ces matières premières vont devenir de plus en plus importantes. Leur consommation est exponentielle. Juste un exemple, alors, je crois que la production, la hausse de la consommation de pétrole par an est de l'ordre de 2%, annuellement, à peu près pareil pour le gaz et pour le charbon, un peu plus, un peu moins, c'est soit stable, soit un tout petit peu à la baisse. La production de néodyme, c'est 15% par an de production de croissance. Donc tous les ans, on consomme 15% de plus. Donc ça veut dire qu'on multiplie par 2 la production, je n'ai pas fait le calcul, mais tous les 3, 4, 5 ans maximum, puisque c'est exponentiel. C'est merveilleux la transition énergétique. Simplement, moi je suis journaliste, et je me suis demandé, mais ces matières premières, qui sont vraiment le socle tangible, palpable de cette révolution-là, qui est enthousiasmante, qui nous donne toujours plus de pouvoir prométhéen. Mais ces matières, où allons-nous les chercher ? Et puis à quel coût pour les hommes et l'environnement on va pouvoir aller les chercher, les extraire, les raffiner, les sécuriser, les approvisionnements? Est-ce qu'il y aura des vainqueurs et des vaincus d'un point de vue économique, géopolitique, sur l'échiquier des métaux rares, comme il y a eu des vainqueurs et des vaincus sur l'échiquier du pétrole au XXe siècle? Et pour répondre en partie à ces questions, je vous emmène en Chine. Et je me trouve en Chine à plusieurs reprises pour ce livre. J'ai voyagé dans une douzaine de pays pour ce livre, et je suis allé 2 fois en Chine, en 2011 et en 2016, et je me rends en particulier dans les mines de ces fameuses terres rares qui se trouvent au sud de la Chine, plus précisément dans la province du Jiangxi, au nord de Hong Kong, et puis après dans les zones de raffinage de terres rares qui se trouvent à proximité d'autres mines d'ailleurs, dans la province de Baotou, en Mongolie intérieure. J'ai pas mis une carte de la Chine, mais c'est au nord-ouest de Pékin. En fait, là-bas, ce sont les principales zones
zones d'extraction de ces terres rares, qui sont cette classe de métaux rares absolument stratégiques, fondamentales pour la transition énergétique, pour fabriquer ces fameux éléments grâce auxquels nous avons des voitures électriques et des microphones de téléphones portables. Eh bien, là-bas, qu'est-ce qui se passe et quel est le mot que j'entends? Eh bien, le mot que j'entends, c'est poison. Les gens me disent, mais en fait, c'est une catastrophe, c'est un poison, ces métaux rares. Parce qu'il va falloir les extraire du sol. Comme vous avez compris, on trouve 1000 fois moins de néodyme que de fer dans le sol. Donc, toute chose égale par ailleurs, il faut 1000 fois plus de caillasse à extraire. Donc, la mine va être, toute proportion égale par ailleurs, 1000 fois plus grande. Il va falloir 1000 fois plus d'efforts pour arriver à la même dose, au même kilo de cette matière première. Donc déjà, ça augure pour les paysages, vous pouvez imaginer ce que c'est qu'un paysage de mine, de ces fameux métaux, déjà, visuellement, c'est un choc. Et les gens disent, en ce sens, c'est un poison, puis en plus, c'est un poison parce que une fois qu'on l'a extrait, mais il faut le séparer des autres métaux, il faut le raffiner. C'est un peu comme si j'essayais d'extraire 3 grains de sel d'un tourteau de pain. Eh bien, imaginez que les 3 grains de sel, c'est les terres rares qui se trouvent dans la roche. Mais c'est littéralement, enfin probablement d'ailleurs, il y a moins que 3 grains de sel en réalité, comparativement à ce qu'il y a comme terres rares dans la roche. Eh bien, aujourd'hui, on sait extraire ces grains de sel du tourteau de pain, on sait extraire ces terres rares de la roche pour aller chercher ces 3 petits grains de sel, ces 3 petits grains de terres rares qui ensuite vont rentrer dans nos téléphones portables. Mais pour ça, il faut utiliser des solvants chimiques, il faut qui vont en fait être mélangés. Enfin, l'eau va être indispensable avec ces solvants pour purifier ces terres rares. Il faut 200 mètres cubes d'eau pour 1 tonne de terres rares purifiées. Ces solvants ensuite sont mélangés donc à l'eau. Les eaux avec ce processus de raffinage se chargent en métaux lourds. Et quand je me rends dans les provinces de Mongolie intérieure, dans la ville de Baotou, ce que je vois, c'est l'enfer de Dante. C'est des images d'ailleurs qui se trouvent dans un documentaire que j'ai réalisé et qui est référencé dans le livre, qui s'appelle La sale guerre des terres rares. J'ai filmé ces paysages complètement dévastés à perte de vue, où en fait ce sont des lacs, un lac de rejet artificiel, dans lequel en fait toutes les usines de raffinage de ces métaux rejettent les effluents d'eau usée qui ont fait suite à ce raffinage et qui sont chargés en métaux lourds, et tout ça est rejeté à même la nature. Les eaux ne sont pas traitées. Et donc vous avez ce gigantesque lac de rejet artificiel dans lequel on vomit en fait ces eaux par centaines de mètres cubes à la minute, et ce réservoir déborde d'ailleurs par intermittence dans le fleuve Jaune qui est juste attenant. Donc le fleuve Jaune, qui est l'un des plus grands fleuves de Chine, va ensuite continuer sa route chargée avec toutes ces matières premières sales sur des centaines de kilomètres, peut-être des milliers de kilomètres. Donc en fait ça pollue les sols, ça pollue les nappes phréatiques, ça pollue les cours d'eau, ça pollue les fleuves, ça pollue l'air. Vous avez des villages du cancer autour, des gens qui disent on habite dans un village du cancer parce qu'il y a un taux de cancer anormalement élevé par rapport à la moyenne. Et bien évidemment, disent-ils, et on peut les croire, que le lien est établi entre ces activités-là et l'impact sur notre santé. Une experte chinoise des terres rares, à qui j'ai parlé à de nombreuses reprises, me dit la Chine a pollué son environnement a sacrifié son environnement, est-elle dit sacrifié, pour fournir le reste du monde avec ces terres rares. Je me prends une énorme claque. D'abord, je constate 2 paradoxes. Le premier paradoxe que je constate, c'est que pour arriver à fabriquer des technologies vertes, il faut des matières premières qui ne sont pas vertes. Donc pour faire du propre, en fait, il faut du sale. Il faut des matières premières qui sont sales. Premier paradoxe. Le second paradoxe que je constate, c'est que nous parlons d'énergie renouvelable, mais pour utiliser ces énergies renouvelables, il faut l'intermédiaire de technologies, donc de matières premières, qui ne sont pas renouvelables. Et donc je me dis, mais comment ça se fait qu'en tant que journaliste, à peu près normalement informé, qui lit la presse tous les jours, comment ça se fait que je n'ai pas su cela? Et pour répondre en partie à cette question, je vous emmène cette fois-ci aux États-Unis. Et je me trouvais aux États-Unis pendant mon enquête, et en particulier à la frontière entre les États de Californie et du Nevada. Et dans ce désert là-bas, qu'on appelle le désert du Nevada, eh bien, se trouvait, jusque dans les années 90, la plus grande mine de terres rares de la planète. Donc ce n'étaient pas les Chinois qui, dans les années 80 et 90, produisaient les terres rares pour le reste du monde, c'était les Américains. Les Américains étaient les leaders de la production de ces matières premières. Simplement, l'extraction de ces matières premières, comme vous l'avez compris, est extrêmement sale. Et donc les problématiques environnementales commençaient à être sérieuses. Les réglementations environnementales devenaient de plus en plus strictes. L'entreprise là-bas qui extrayait ces matières premières, l'entreprise Molycorp, ne pouvait plus faire face
aux investissements nécessaires ne pouvaient plus investir suffisamment pour respecter les réglementations, le coût de traitement d'extraction du minerai devenait trop cher, et finalement, Molycorp décide de fermer la mine. Au même moment, il fallait donc raffiner ensuite ces terres rares, et qui raffinait les terres rares? C'était les Français. Les Français étaient les leaders du raffinage de ces matières premières, et plus précisément un groupe qui s'appelait à l'époque Rhône-Poulenc, aujourd'hui Solvay, Solvay établi en Belgique. Et Solvay purifiait 50% des terres rares de la planète pour le reste du monde. Donc nous avions, Français, un leadership commercial, technique, sur les ressources de la transition énergétique. Et les problématiques étaient les mêmes. Écologique. Il fallait purifier ces terres rares, il fallait les séparer du thorium et de l'uranium auxquels ces terres rares sont naturellement associées. Donc le processus de séparation générait de la radioactivité. Alors du coup, les riverains de La Rochelle commençaient à dire mais en fait Rhône-Poulenc c'est une usine atomique, ça va péter. Rhône-Poulenc n'a pas respecté toutes ses obligations environnementales, rejeté en fait certains effluents issus du traitement de ces minerais avait le droit de les rejeter, mais à marée haute, pour qu'en fait les rejets soient emportés par les courants. Simplement, il est rejeté à marée basse. Donc ça veut dire que ça restait dans la baie de La Rochelle. Et la rumeur courait que ça mettait plusieurs mois pour qu'ensuite la toxicité de ces effluents puisse en fait être réellement dissoute et être évacuée. Donc en fait, ça a terrorisé toute la population riveraine. Il n'était plus question à un moment d'avoir cette usine-là. La mairie ne voulait pas entendre parler, donc ça a créé tout un tas de tensions. Et finalement, le président de Rhône-Poulenc de l'époque, Jean-René Fourtou, a dit, eh bien, puisque c'est comme ça, je ne veux plus entendre parler de terres rares, on va fermer les activités de raffinage de ces terres rares, je ne veux plus entendre parler de radioactivité, débarrassez-vous de ça. Et qu'est-ce qu'on a fait? Eh bien, Rhône-Poulenc a créé ce qu'on appelle une joint venture, une co-entreprise. Ils ont co-signé un partenariat avec les Chinois, et les Chinois ont récupéré toute la partie la plus sale du raffinage des terres rares pour que les Français n'aient pas à supporter ce coût écologique-là. Donc, au même moment, en fait, c'est la Chine qui du coup récupère tout cela. Parce que la Chine nous dit dans les années 80 deux choses. Elle nous dit, Mao, la révolution agricole, ça s'est pas très bien passé. Deux, on va miser sur l'industrie et on va concentrer beaucoup d'efforts sur notre développement industriel. Nous avons énormément de terres rares, nous avons 31% des réserves de terres rares de la planète, et nous sommes prêts à assumer ce coût écologique de ces matières premières. Ils le regretteront 30 ans plus tard, parce qu'aujourd'hui l'environnement en Chine c'est un désastre. Mais à l'époque ils ne s'en rendent pas compte, ils disent peu importe que nous nous salissions, nous allons récupérer le minerai, et puis comme ça vous pourrez l'acheter purifié et à bas prix. Donc nous étions trop contents, nous avons besoin de ces matières premières pour de nouvelles technologies, nous ne voulions pas en assumer le coût écologique, il y avait une quadrature du cercle que les Chinois ont naturellement réglée, en nous proposant tout simplement de faire le sale boulot à notre place. Et donc nous nous sommes débarrassés de l'extraction depuis les États-Unis, du raffinage depuis la France, et nous avons délocalisé nos usines, nous avons délocalisé nos emplois, nous avons délocalisé la pollution. Nous nous sommes débarrassés de la pollution. Donc, lorsque nous regardons une technologie verte, c'est merveilleux une technologie verte. Ça pollue pas quand on l'utilise. Une voiture électrique, c'est une voiture zéro émission. Mais en réalité, ce que l'on ne voit pas, c'est ce que ça coûte en matières premières à extraire et en processus d'industrialisation en amont, et ce que ça va coûter après que cette voiture aura été utilisée, et quand il faudra recycler ces matières qui sont très très difficilement recyclables, j'y viendrai. Et donc finalement, ce que l'on voit, c'est uniquement la pollution que n'émet pas, que ne génère pas une technologie verte à l'instant où nous utilisons, mais ce qu'il faut prendre en considération, c'est l'analyse du cycle de vie de cette technologie-là. C'est-à-dire ce que ça génère comme CO2 depuis la mine jusqu'à la mine urbaine, c'est-à-dire la décharge. Naturellement, toutes ces technologies sont fertilisées par le numérique, de plus en plus. Et il faut bien comprendre que le numérique également, c'est de la production de métaux rares, comme je vous l'ai montré. Donc quand vous parlez d'une voiture, thermique ou électrique connectée, elle va générer de la donnée, de plus en plus de données. Puis quand les voitures seront autonomes, ce sera encore plus de données qui seront nécessaires, parce qu'il va falloir utiliser ces données pour pouvoir améliorer l'efficience, la capacité de la voiture à vous emmener d'un point A à un point B sans que vous ayez à toucher le volant. Et puis ça va générer des services, toutes ces données vont être traitées
traiter. Le PDG d'Intel, le PDG France d'Intel a dit en novembre 2017, 1 million de voitures connectées vont générer autant de données que 3 à 4 milliards de téléphones portables. Et ça aussi, c'est un coût en termes de pollution, parce que c'est quoi le numérique? Alors on a un portable, c'est merveilleux, on envoie un email, on pense que tout ça c'est impalpable, mais c'est tout à fait palpable un email. Un email, c'est c'est une information qui va transiter par des serveurs. Pour le réseau Internet, il faut des câbles de cuivre qui vont traverser la planète et les océans. Il faut des fusées qui vont mettre en orbite des satellites. Il faut des supercalculateurs. Il faut des centres de traitement de données. Il faut du cloud. Donc en réalité, un email, ça consomme. Quand vous envoyez un email avec une pièce jointe, en réalité, ça consomme autant de CO2, ça génère autant de CO2 que si vous laissiez une bouilloire allumée pendant 10 minutes à 15 minutes. On envoie 10 milliards de mails par heure dans le monde. Donc si on rapporte le coût énergétique, juste en nécessité, en coût énergétique, 10 milliards de mails par heure, c'est en fait 15 centrales nucléaires qui tournent en permanence. Donc nous n'avons pas conscience de ce coût numérique-là, puisque c'est impalpable, c'est digital, mais en réalité, il y a une vérité écologique au digital, il y a une matérialité de l'invisible. Donc moi j'adore Jamie Rifkin, qui a des position absolument passionnante sur cette fertilisation du green tech par le numérique, qui dit que grâce au numérique, eh bien, nous allons pouvoir mettre des gens en réseau pour pouvoir partager une voiture et faire du blablacar. Alors c'est génial le blablacar, on se dit on va être 4 par voiture et pas seul, et puis du coup on va avoir moins besoin de voitures, donc ça va faire des économies de matière puisqu'on fabriquera moins de voitures. Mais en face, il faut mettre le surplus en matières premières, de coûts de matières premières nécessaires pour toutes ces infrastructures numériques. Et donc c'est ça qu'on ne voit pas, et c'est ce rapport qu'il faut évaluer pour comprendre que tout cela a un coût en matières premières, en dégradation des écosystèmes et en rejet de CO2 pour la planète. Voilà un peu pour le tableau écologique, un peu noir, mais en tout cas, jusque maintenant, c'était merveilleux, parce que pour nous, nous avions donc tous les avantages sans les inconvénients de ces technologies, et simplement, voilà ce qui se passe. Cette carte est fascinante, elle est passionnante, elle est publiée tous les 3 ans par la Commission européenne. Celle-ci, c'est la dernière version de septembre 2017. Que nous dit cette carte? Eh bien, elle nous dit finalement quels sont aujourd'hui les grands producteurs de ces matières premières. Alors commençons par l'Ouest, on voit les États-Unis qui produisent beaucoup de beryllium, indispensable pour les technologies d'armement notamment. Le Brésil, niobium, 90%. L'Afrique du Sud, très représentée sur les platinoïdes, comme on dit, une catégorie de métaux rares. Cobalt en République démocratique du Congo, on y reviendra. Cobalt indispensable pour les batteries des voitures électriques. 2/3 de la production mondiale. Et puis, surtout, ce que l'on voit, c'est tout ce qui se passe en Chine. Donc ça se passe de commentaires, mais vous avez compris, la Chine est le principal producteur, quelquefois monopolistique, d'une ribambelle de ces nouvelles matières premières qui sont en train de remplacer le pétrole. Antimoine, 87% de la production mondiale, barite 44%, bismuth 82%, 64, 73, light rare earths tout en bas et heavy rare earths, c'est en fait les fameuses terres rares, jusqu'à 95%. Vous savez, on a 14 pays qui se partagent 40% de la production mondiale de pétrole, on appelle ça l'OPEP. Là, on a un pays qui tient tout ça. Comme me dit un expert australien des métaux rares, il dit « c'est une OPEP sous stéroïdes ». Donc la situation dans laquelle nous nous trouvons, c'est qu'en fait, nous sommes pieds et poings liés par quelques producteurs de ces matières premières. Et ce n'est pas parce que géologiquement, nous n'avons pas la ressource, c'est parce que nous leur avons donné le monopole. Nous leur avons laissé ce travail-là, et nous avons complètement ignoré ce que ça représentait en termes de souveraineté stratégique d'approvisionnement. Or, que fait un pays lorsqu'il détient 95% d'une matière première qui est stratégique pour les pays clients? Est-ce qu'il écoule facilement la matière première? Alors, juste avant de vous répondre, je vais d'abord vous montrer... Non, je vais rester là-dessus, excusez-moi. Est-ce qu'il écoule facilement la matière première? Mais bien évidemment que non. Et au détour des années 2000, on a commencé à constater un phénomène. Les acheteurs de terres rares, les acheteurs français par exemple, qui achetaient tous ces terres rares mais d'autres métaux rares auprès de la Chine, ont commencé à constater qu'en fait, les exportations de terres rares chinoises baissaient. La production mondiale monte, mais les exportations baissent. Et elles ont été divisées de moitié entre 2005 et 2016. En fait, la Chine vend plus cher la ressource aux pays étrangers,
Donc elle nous vend jusqu'à 20% plus cher telle ou telle ressource. En revanche, elle est 20% moins chère pour le client chinois, distorsion de concurrence. Elle limite ses exportations pour conserver la matière au profit de ses propres industriels, aux dépens de nos industriels qui ont besoin de la matière, donc les industriels des technologies vertes et numériques. Et même en 2010, coup de théâtre, le Japon et la Chine se fâchent régulièrement autour de certains îlots en mer de Chine méridionale et sur fond de tensions pour la revendication de la souveraineté autour de ces îlots, et bien en fait pendant 6 mois en 2010, la Chine arrête complètement d'exporter cette terre rare à destination du Japon et des États-Unis. Embargo sur les terres rares, crise mondiale, ça fait monter Hillary Clinton, alors secrétaire d'État au front. Obama annonce le dépôt d'une plainte devant l'OMC contre la Chine. C'est vous dire à quel point tout d'un coup on prend conscience que la Chine nous tient d'une certaine manière grâce à son monopole sur ces fameuses terres rares et d'une manière générale sur toutes les autres matières premières. Qu'est-ce que nous dit la Chine ? La Chine, elle nous dit finalement, vous savez, cette idée selon laquelle vous pourriez venir dans un pays, vous servir en ressources, repartir avec la valeur ajoutée, ce que vous avez fait en Afrique au XIXe siècle, ça c'est terminé. Moi, la matière, j'en ai besoin pour moi, et quitte à avoir sali mon environnement, eh bien autant que je profite de ce monopole pour pouvoir développer l'aval de la chaîne industrielle, c'est-à-dire remonter progressivement jusqu'au produit fini. Donc qu'est-ce que je peux faire pour remonter progressivement ? Eh bien je vais par exemple jusqu'au produit raffiné, et puis je vais jusqu'à l'aimant. Donc maintenant la Chine fabrique 75% des aimants de la planète, les aimants dans vos téléphones portables, et puis je vais remonter aux composants, et puis je vais remonter à la pièce détachée, et puis finalement je vais fabriquer la technologie finie. Donc vous ne m'achèterez plus seulement la matière première, vous allez m'acheter la voiture électrique, le panneau solaire, l'éolienne avec le métal à l'intérieur. Mais moi je vous aurais fourni tout cela ensemble. Nous avons un peu pensé qu'en laissant l'amont minier, eh bien on pourrait se concentrer sur l'aval. On était tellement géniaux et intelligents qu'on aurait toujours 30 ans d'avance, on pourrait investir sur les innovations. Et la Chine aurait toujours 30 ans de retard, puisque c'est bien connu, c'est une nation de copieurs. Et en fait, ce que nous dit la Chine, c'est que, compte tenu de sa mainmise sur la matière, elle va pouvoir attirer les industriels sur son territoire. Elle leur dit, de deux choses l'une, soit vous restez chez vous, vous n'avez pas de matière, ou moins, soit vous venez en Chine, et dans ce cas-là, vous aurez accès à la matière. Mais quand on vient en Chine, alors d'abord, les industriels, ils sont venus en Chine, pour plein de raisons. Ils sont venus en Chine parce que le yuan est dévalorisé. Ils sont venus en Chine parce que les salaires sont bas, parce qu'il y a un gigantesque marché intérieur. Mais ils sont aussi venus en Chine parce qu'ils avaient besoin de la matière. Et donc l'accès à la matière première a constitué une motivation supplémentaire pour les industriels occidentaux et non chinois en général, pour venir s'installer en Chine. Et ils sont venus avec leurs usines, leur savoir-faire, leurs emplois, leurs laboratoires de recherche et de développement, leurs brevets. La Chine signe avec ces nouveaux entrants une co-entreprise, une joint venture, tenue à un minimum de 50% par un intérêt chinois. Elle peut récupérer nos brevets, elle peut ce qu'on appelle faire une co-innovation ou une réinnovation, c'est-à-dire changer une virgule à un brevet occidental, dire que c'est chinois, c'est ce qui s'appelle du pillage, mais donc elle peut, parce qu'elle tient la matière, nous attirer, et elle peut ensuite apprendre de nous, et elle peut atteindre la frontière technologique sur toutes ces nouvelles technologies utilisatrices de métaux rares. Il faut quand même bien comprendre que c'est une réalité ce que je vous dis. La Chine est à la fois l'un des pays les plus pollués de la planète, mais c'est aussi l'un des pays qui produit le plus d'énergie verte. Le premier producteur d'éoliennes au monde, c'est la Chine. Le premier producteur de panneaux solaires au monde, c'est la Chine. Le premier marché des voitures électriques, c'est la Chine. La première puissance hydroélectrique du monde, c'est la Chine. C'est la Chine qui aujourd'hui produit ces matières premières et qui produit les technologies finies, qui, sur certaines de ces technologies, nous a déjà devancés et qui ensuite fournit le reste du monde avec tout cela. Donc, si la Chine est perdante d'un point de vue écologique de la transition énergétique, elle est peut-être en train de devenir la grande gagnante économique de la transition énergétique. Et ça, je pense qu'en Occident, on n'a pas pris conscience que cette vulnérabilité sur la matière voulait dire vulnérabilité sur les industries. Que qui contrôle la matière contrôle l'industrie, et j'y reviendrai, mais cette prise de conscience-là ne s'est pas encore faite. Alors, je vais passer au slide d'après, qui nous dit un petit peu, depuis 100 ans, je ne vais pas vous le commenter dans le détail, mais depuis 100 ans, voilà quelle est l'évolution de notre consommation de métaux. Donc en 1910, vous voyez ce qu'on consommait, et puis je vous laisse apprécier l'évolution des courbes, c'est exponentiel. Nos besoins sont tels que, et ça c'est le schéma d'après qui est également très éloquent, ça c'est un schéma de l'agence minérale allemande qui nous dit, à notre rythme de consommation actuel, voilà ce qu'on peut penser que nous consommons
d'ici 2035 comme matière première rare. Lithium, terres rares, scandium, cobalt, germanium, platinum. Donc les technologies qui utilisent ces matières premières, il y en a de plus en plus. Nos besoins sont exponentiels. Et entre 2013 et 2035, eh bien, la production de lithium va être multipliée par 180. La production de cobalt par 24, la production de scandium par 9, je crois, on passe de 1 à 9, voilà. Germanium de 60 à 120, donc multiplié par 2, etc., etc., etc. Donc en fait, nous avons toujours plus besoin de ces matières premières. Et comme je ne suis pas technophobe et que vous n'êtes pas technophobe, et que nous n'allons pas nous arrêter tout d'un coup d'utiliser nos téléphones portables et toutes sortes de technologies, il va bien falloir aller chercher ces matières premières quelque part. Et donc, où allons-nous les chercher? Puisque la Chine tient tout, et puisque nous, occidentaux, sommes dans une situation finalement de dépendance aux approvisionnements chinois, comment pouvons-nous faire pour desserrer le goulet d'étranglement pour ne moins dépendre de la Chine, pour pouvoir diversifier nos approvisionnements? Alors, il y a une bonne nouvelle finalement dans l'histoire, c'est que les terres rares ne sont pas rares. En fait, des terres rares, on en trouve partout. Et cette carte du monde, de façon extrêmement synthétique, nous dit où est-ce qu'on produit des terres rares aujourd'hui, donc où est-ce qu'on produit des terres rares, quels sont les projets significatifs et où est-ce qu'on sait qu'il y a des gisements. La carte n'est pas complètement à jour parce que tout ce qui est en jaune en réalité n'est pas en fonctionnement. Il y a une seule mine de terres rares qui fonctionne aujourd'hui, elle est là. En Australie, elle produit 10% des terres rares de la planète. C'est les Japonais qui soutiennent une entreprise de terres rares australienne, quitte à perdre de l'argent à bout de bras pour ne pas dépendre des Chinois. Pour le reste, en fait, il n'y a pas de production actuelle, ou très peu, mais vous voyez ce que nous raconte ce tableau, c'est que, en fait, nous pourrions, si nous voulions, ouvrir des mines de métaux rares partout. On pourrait en ouvrir même au fond des océans. Les Japonais viennent d'annoncer qu'il y a des gigantesques mines de terres rares sous-marines qui dorment au fond du Pacifique. On pourrait même aller chercher des terres rares dans l'espace. D'ailleurs, je crois que le Luxembourg est très bien positionné là-dessus. Il y a cette idée que des terres rares, on en trouve également dans les astéroïdes et qu'il pourrait y avoir des orpailleurs spatiaux qui iraient chercher la matière première, peut-être pour la redescendre sur Terre ou en vue d'un voyage je ne sais où ailleurs. Mais l'activisme du Luxembourg sur la question est intéressant. Il rejoint celui de la Silicon Valley et notamment de plusieurs entreprises d'orpailleurs spatiaux américaines qui pensent que ces richesses dans l'espace, on va pouvoir aller les extraire et en tirer profit. Alors ça oblige naturellement de revisiter complètement nos droits, la législation, puisque le traité de 1967 dit que l'espace, ça appartient à tout le monde. Or là, il est question de s'approprier les ressources de l'espace. Donc c'est une entorse au traité de 67, sur laquelle commencent à revenir les Américains. Ils ont fait passer une loi en 2015 disant qu'un orpailleur spatial qui voudrait aller extraire des métaux rares sur un astéroïde serait non pas propriétaire de l'astéroïde, mais propriétaire des ressources qu'il a extraites. Et donc, en fait, ce qu'on va voir évoluer, c'est en fait un bouleversement du droit de l'espace pour que demain, nous puissions instituer le principe de la propriété privée dans l'espace. Ça rejoint un peu cette idée du New Space. Parce qu'il va falloir toujours plus de matières premières pour nos besoins. Alors ça, on parle de choses qui peuvent émerger dans des dizaines ou des vingtaines ou 10, 20, 30, 40, peut-être 100 ans. C'est de la prospective. Néanmoins, il y a quelque chose de beaucoup plus concret aujourd'hui et il faut que je vous parle de Trump. Trump, en décembre 2017, passe un ordre exécutif passionnant. Il dit « Nous avons besoin de ces matériaux critiques. La Chine les a tous. Il faut que nous produisions nous-mêmes ces minerais sur notre sol américain. » Et il annonce il propose une explication à cet ordre exécutif, qui est un mot que je n'ai pas prononcé jusque-là, qui est le mot « sécurité nationale ». Pourquoi sécurité nationale? Parce qu'en fait, Trump se rend compte qu'il faut de ces métaux rares dans les technologies d'armement. Il en faut dans toutes les technologies d'armement. Les sous-marins, les chars, les avions, les missiles. Et en fait, à un moment, si on doit acheter la matière première directement aux Chinois, voire les composants, selon cette logique de la remontée, de la descente de la chaîne aval, également aux Chinois, ça pose des problèmes de souveraineté sur ça pose des problèmes de souveraineté pour la première armée du monde. Et donc, Trump n'aime pas cette idée, comme il est dans sa logique matricielle de America First, très nationaliste. Il ne veut pas dépendre des Chinois pour ses approvisionnements et dit il faut que nous ouvrions des mines aux États-Unis pour pouvoir avoir nos propres ressources. Alors, simplement, c'est pas tout d'avoir la ressource. Si vous n'avez pas l'usine de raffinage, vous faites quoi? Vous renvoyez le minerai se faire raffiner en Chine. Donc, c'est pas satisfaisant non plus. Donc, il faut avoir la mine, mais il faut avoir également l'usine de raffinage, et puis il faut avoir toute la chaîne intégrée. Il faut avoir une stratégie de filière qui aille de la mine jusqu'au produit fini.
Et cela, eh bien, l'administration américaine lui dit oui, mais ça va prendre 15 ans. Juste pour le secteur des terres rares et leurs applications dans le domaine de la défense. Mais il faut bien commencer quelque part. Ces filières intégrées, nous les avions, nous les avons complètement démantelées parce que c'était la main invisible des marchés et que les pauvres feraient le travail à notre place et que comme c'est le marché, il y aurait toujours une matière première à aller acheter quelque part. Ça ne fonctionne pas comme ça. Les Chinois n'ont pas une vue capitalistique sur ces questions-là, sont prêts à perdre de l'argent en amont parce qu'ils savent qu'ils vont gagner énormément en aval. Et donc si nous voulons être à nouveau souverains, parlons d'autonomie sur ces enjeux-là, eh bien se pose la question des mines. Elle se pose aux États-Unis, mais elle se pose du coup partout. Elle se pose en Europe. Après tout, est-ce qu'en France, il ne faudrait pas ouvrir des mines? Alors moi, je provoque beaucoup lorsque j'en parle aux médias en France, et je n'hésite pas à le dire. Moi, je pense qu'il faut réouvrir des mines en France. C'est une idée insupportable. On va quand même pas réouvrir des mines. Au nom du progrès, c'est ça? Mais oui, mais cette transition énergétique, c'est une transition métallique. C'est une transition qui appelle l'ouverture de mines pour aller extraire les matières premières. Il faut bien que quelqu'un assume cela. Et moi, je pense qu'il faut réouvrir des mines pour des raisons écologiques. Et je pense qu'en fait, ce serait une excellente décision écologique de réouvrir des mines en Europe. Pourquoi je dis ça? Parce qu'aujourd'hui, en fait, nous achetons des métaux à la Chine, on ne contrôle rien du processus de fabrication de ces métaux. On sait que c'est dégueulasse, on se ferme les yeux, on ne veut pas savoir. Du coup, toute la chaîne de production de la technologie verte s'en ressent. La technologie est sale, compte tenu du fait que les métaux ont été extraits dans les conditions que l'on sait. Si en revanche, j'ai une mine chez moi et que je contrôle son processus avec mes labels, mes réglementations et le contrôle de ma société civile, le minerai sera moins sale. Il ne sera pas propre, mais il sera moins sale. Et donc la technologie sera moins sale. Et donc finalement, c'est peut-être vert, c'est peut-être écolo d'avoir des mines en France plutôt que de laisser les plus pauvres faire comme d'habitude. Et puis, vous savez, cette transition, c'est toujours la même chose. On répète l'histoire, on répète des cycles, sans retenir, à mon avis, beaucoup de leçons de l'histoire. Dans cette histoire, c'est toujours les pauvres qui payent. Il y a toujours un pauvre qui va être prêt à salir son environnement pour que nous puissions mener cette transition écologique et solidaire. Alors c'est quoi la solidarité? C'est de continuer à laisser comme ça ou de se dire, de toute façon, cette transition énergétique appelle l'extraction de matières premières et il faut que nous, à proportion de notre pourcentage de consommation de ces produits à l'échelle mondiale, nous assumions ce fardeau minier à proportion de ce que nous consommons. Et de la sorte, peut-être que cette transition sera réellement solidaire. Donc moi, je pense qu'il y a une éthique de responsabilité derrière cette idée d'avoir des mines chez nous, parce que de toute façon, cette mine, c'est une réalité. Alors, naturellement, il n'y a pas que ça qu'il faut faire. Il faut également recycler. Aujourd'hui, en fait, on recycle quasiment pas ces minerais. Alors, je vais venir au recyclage, mais juste avant, je vais vous parler de ça. En fait, je vais vous parler des solutions, mais tout d'abord, je voudrais juste terminer pour vous dire que, au rythme de production actuel, ce tableau est très intéressant. Il y a, voyez, entre 4 et 12 ans d'antimoine sur Terre. Donc, nous aurons épuisé les ressources antimoine dans 12 ans, éteint 17, plomb 18, etc., etc. Donc il y a un paradoxe à se dire qu'on profite d'énergie renouvelable, on puise dans les éléments à l'infini, mais en même temps ça passe par des matières premières dont les premières pénuries se dessinent. Ce qu'il faut noter quand même, et c'est une nuance, c'est qu'on parle de durée de vie réserve rentable. Rentable, ça veut dire que les technologies vont évoluer et qu'on va pouvoir extraire moins cher demain, et puis que le coût du minerai pouvant grimper, ce sera toujours plus, on trouvera toujours une meilleure rentabilité. Donc c'est un peu comme le pétrole. Vous savez, le pétrole, ça fait plus de 40 ans qu'on en a pour 40 ans. Et d'ailleurs, le pic du pétrole maintenant est annoncé à 2040, et en 2040, on trouvera encore un autre pic un peu plus tard. C'est pareil pour les métaux. Il y aura toujours des métaux. Il y aura toujours des métaux à aller chercher quelque part, mais à quel coût? Parce que aller extraire ces métaux toujours plus profondément, ça a un coût écologique supplémentaire, ça a un coût économique supplémentaire, ça a un coût énergétique supplémentaire. Il faut de l'énergie pour extraire les métaux de notre transition énergétique. Ça a un coût social. Jusque maintenant, les bénéfices générés par ces métaux sont supérieurs aux coûts. C'est ce que nous considérons. Mais demain, si les coûts l'ensemble de ces coûts sont supérieurs aux avantages que l'on en tire, eh bien peut-être que nous changerons de modèle énergétique et que nous irons vers de nouvelles technologies qui, on l'espère, à ce moment-là, on l'espérera, ne dépendront pas de toutes ces matières premières, en espérant faire mieux la fois d'après. Alors, naturellement, je vous dresse un tableau assez sombre, à la fois sur le plan écologique, économique et géopolitique, parce que aller chercher ces matières premières, eh bien, c'est l'ouverture de nouvelles mines, donc ça veut dire des tensions, naturellement, qui peuvent émerger entre États, entre entreprises, pour aller chercher ces minerais. Aujourd'hui, on trouve de fortes tensions, ça ne gêne pas de guerre, autour du cobalt. Le cobalt, on en a tellement besoin pour les batteries des voitures électriques que tout le monde se rue en RD Congo pour aller chercher le cobalt. Il n'y a pas assez de cobalt. Et même un expert nous disait récemment, on n'aura pas assez de cobalt du tout.
pour les voitures électriques. Donc, qui aura sa part du gâteau et qu'est-ce que ça peut générer comme tension économique, peut-être autre qu'économique, peut-être militaire, pour sécuriser ces approvisionnements. Alors, en fait, il y a des tas de solutions. Et ces solutions, elles font appel à notre intelligence collective. Ces solutions, elles résident d'abord. On n'est pas technophobe, on ne va pas continuer, on ne va pas arrêter de consommer ces matières premières, on ne va pas arrêter de consommer ces technologies. Mais il y a un enjeu fondamental qui est une phrase magnifique que je vous rapporte et qui est citée dans la feuille de route de l'économie circulaire du gouvernement français qui vient d'être publiée. Et il y a cette phrase qui dit « Le XXe siècle a été le siècle des gains de productivité sur le travail, le XXIe siècle sera le siècle des gains de productivité sur les ressources ». Donc c'est peut-être le grand enjeu, l'un des grands enjeux du XXIe siècle, c'est de parvenir en fait à mieux utiliser, à rationaliser l'utilisation de ressources. Aujourd'hui, ces ressources, on les gaspille, on en fait n'importe quoi. On en fait n'importe quoi parce que on ne les recycle pas. Alors c'est là que je voulais vous montrer ce tableau de recyclage. Ça, c'est le tableau qui indique pour chaque élément du tableau de Mendeleïev qu'est-ce qu'on recycle ou pas. En rouge, c'est ce qu'on recycle à moins de 1%. Je vous laisse deviner la couleur dominante dans ce tableau. On recycle en fait aucune terre rare, qui sont toutes là. On ne recycle pas de lithium, ni de beryllium, ni de vanadium, ni de scandium, ni de yttrium. Donc tous ces métaux rares sont quasiment pas recyclés. Pourquoi ? Parce qu'en fait, comme je vous ai dit, dans un aimant, il n'y a pas que du néodyme, il y a du fer et du bore. C'est des alliages. Donc pour désallier un aimant qui fait la taille de l'auriculaire de mon petit doigt, enfin de l'ongle de mon auriculaire, pardon, il va falloir les désallier. Et c'est très compliqué, c'est très cher. On sait faire, mais comme c'est moins cher d'aller chercher le minerai à la mine, eh bien on préfère toujours aller acheter du minerai neuf, et puis le métal recyclé, on le jette. C'est pas grave. Donc en réalité, c'est insupportable cette idée. Il faut que nous recyclions 100% de tout. Il faut que l'ensemble de ce tableau soit bleu. Et ça fait pas appel à notre, enfin ça fait appel à notre capacité technologique, mais ça fait appel aussi à un minimum de bon sens. Il faut que nous éco-concevions des produits, c'est-à-dire que lorsque nous fabriquons un téléphone portable, il faut qu'au moment où on le fabrique, on pense déjà à la façon la plus simple de le recycler. Parce que si c'est extrêmement complexe l'intérieur d'un téléphone portable, on va plutôt le jeter. Donc c'est ce qu'on appelle l'éco-conception. Mettre en place des boucles d'économie circulaire, ça commence déjà par aller jeter nos téléphones dans telle poubelle pour pouvoir récupérer la matière. Il faut la collecte avant le recyclage. Aujourd'hui, une partie de ces matières premières, vous le savez, partent de ces déchets, partent dans des centrales, dans des décharges électroniques au Ghana, au Sénégal, au Nigeria, en Chine. Donc bien évidemment qu'il faut d'abord tout collecter. Il y a des tas d'enjeux d'éco-conception, de substitution qui sont passionnants. Substituer, ça veut dire se dire que pour le même effet, la même efficience technologique, on va en fait utiliser telle matière qui est moins énergivore plutôt que telle autre. Et du coup, il y a des tas de processus de recherche qui sont engagés pour pouvoir précisément faire en sorte que nous utilisions moins de matière. Donc, fondamentalement, moi, ce que je sens, et je viens pas de l'écologie, je viens pas j'ai jamais été militant dans une association, j'ai jamais milité dans un parti politique écologique. Je suis venu à l'écologie un peu malgré moi, en fait, en faisant cette enquête, en me rendant compte que les chiffres étaient quand même tout à fait saisissants. Mais ce que j'ai fini par mettre comme mot sur tout ça, c'est que j'ai l'impression qu'en fait, on pense cette transition énergétique comme étant une transition juste technologique. Que par la grâce de quelques technologies vertes, tout va s'arranger, et puis ça ira mieux demain. Mais est-ce qu'il peut y avoir une transition technique sans transition de nos modes de consommation ? Et c'est pas un anticapitaliste qui vous dit ça en plus. Est-ce qu'il peut y avoir un saut technologique sans saut de conscience, un progrès scientifique sans progrès humain? Il y a une phrase d'Einstein qui est merveilleuse que j'ai découvert en écrivant ce livre. Einstein nous dit: on ne règle pas un problème avec les modes de pensée qui l'ont engendré. Est-ce qu'on n'est pas en train d'essayer de régler le problème en utilisant exactement les mêmes modes de pensée qui l'ont engendré? Quels efforts, quels changements dans nos modes de consommation faisons-nous? Est-ce que cette transition n'est pas aussi une transition dans nos têtes, une transition dans nos consciences, une transition dans chacun de nous, que nous n'avons pas voulu mener jusque-là parce qu'en fait, ces technologies nous font consommer toujours davantage, et je ne pense pas que, à mon avis, on puisse parvenir à cette transition si nous n'assumons pas l'ADN de cette révolution-là, qui est en fait de changer fondamentalement nos comportements de consommation. Et comme le dit d'ailleurs un scientifique français avec qui je discutais, il me disait: mais au fond, Guillaume, tout cela, ce n'est pas un problème de matière rare. Tout cela, en fait, c'est un problème de matière grise. Voilà, je vous remercie. J'ai tenu pile 50 minutes. Merci pour avoir tenu le temps. Alors, comme promis, maintenant, je vais passer dans la salle. Donc, ceux qui souhaitent
poser une question ou faire un commentaire, relevez la main, je vous donnerai le micro. Je vous demanderai juste d'être assez concis dans votre intervention. Oui, madame. Merci. Bonjour, merci beaucoup, madame. C'était passionnant. La position géopolitique, géostratégique de l'Afrique dans tout ça, vous n'avez pas trop évoqué. Oui, alors j'avais 50 minutes, mais il y avait des questions, donc c'est parfait. La Chine est un gros producteur de ces matières. Alors, d'une façon générale, les richesses minières de l'Afrique sont importantes, et plus précisément, les métaux rares. Alors, j'ai pas fait le tour de l'Afrique, mais je suis quand même allé en Afrique du Sud pour ce livre. Voilà. On est là, pardon. Et qu'est-ce que l'on voit en fait, c'est que l'Afrique a beaucoup de platinoïdes qui sont en fait des matériaux qui font partie du groupe du platine. Et puis ce qu'on voit également, c'est que le cobalt est important en République démocratique du Congo. Aujourd'hui, il y a une ruée vers le cobalt. Tout le monde se rue vers le cobalt, vers la RD Congo, le Congo-Kinshasa. Et tellement en fait nos besoins sont exponentiels pour les batteries des voitures électriques. Ce sont notamment les grands groupes d'automobiles, Volkswagen, BMW, qui vont là-bas. La Chine a intelligemment sécurisé les ressources de cobalt. Elle a en fait très en amont compris l'importance d'avoir la matière. Selon sa logique à elle, la Chine n'a pas de cobalt, mais elle est allée chercher le cobalt au Congo, a signé des partenariats et des contrats de long terme avec des producteurs de cobalt locaux pour en fait retirer 80% du cobalt congolais. Donc aujourd'hui, 80% du cobalt qui est produit aux 2/3 à l'échelle mondiale par la RD Congo part en Chine. Ça part en Chine. C'est retiré du marché et ça va directement sur le marché chinois. Les Chinois ne le stockent pas en attendant que le prix du cobalt monte pour le revendre. Non, ils enlèvent la matière. Et nous n'avons plus de matière. Donc la Chine a intelligemment mené cette stratégie-là de sécurisation de ses approvisionnements extérieurs. Ce que l'Europe n'a absolument pas fait. Et on se réveille les yeux écarquillés en disant mais où est le cobalt pour nos batteries de voitures électriques? Et oui, mais c'est la Chine qui produit 80% aujourd'hui des batteries de voitures électriques. Voilà. Et 6 des 10 plus grands constructeurs mondiaux de voitures électriques sont chinois aujourd'hui. Donc il y a un basculement des économies monde, on y assiste, on est en plein dedans, à la faveur d'un basculement énergétique. Voilà comment je le lis. Monsieur, je vois votre réaction, on peut ne pas être... Moi, je vois un basculement des économies mondes avec ce basculement de modèle énergétique. Alors, qu'est-ce que fait l'Afrique? L'Afrique vend ses matières, et puis tout l'enjeu pour l'Afrique, c'est un peu de s'inspirer de la Chine, de dire, mais on va en fait, nous aussi, conserver la valeur ajoutée sur la matière. C'est ce qu'on Bafokeng, c'est ce qu'ont fait les Bafokeng, qui est une tribu qui est assise sur 75% des réserves de platine en Afrique du Sud. Ils ont une reine et ils ont 75% du platine. Et donc je suis allé voir la reine du platine, et il a fallu que je m'abaisse très bas devant elle pour pouvoir lui parler. Et je raconte comment en fait la tribu du platine a réussi à renégocier ses contrats miniers avec les minières locales pour en fait tirer un meilleur parti financier de cette ressource. C'est ce qu'essaye de faire Kabila, qui a fait passer les taxes sur le cobalt de 2 à 10%. Donc ça va pas très loin, mais en tout cas c'était nécessaire. Et ce qu'il faudrait, c'est qu'en RD Congo, eh bien, on construise des routes, des autoroutes, des ports, on forme des gens pour avoir des ressources humaines, pour pouvoir avoir non pas seulement la mine, mais la raffinerie, etc., etc., etc. Ce qui n'est pas fait. Donc aujourd'hui, 15% de la valeur ajoutée, 15% c'est quoi le chiffre? L'Afrique dit à l'Union africaine, on voudrait que les mines soient un facteur de croissance inclusive. On va être 2, 3, 4, 5, 8 milliards demain. Il faut absolument que cette richesse profite à notre jeunesse, à nos populations, à nous. Simplement, 15% de la valeur ajoutée de ces métaux se trouve et est valorisée en Afrique. Donc ça veut dire qu'en fait l'Afrique ne profite pas aujourd'hui de l'amont minier, elle n'a pas mis en place à une échelle suffisamment satisfaisante la valeur ajoutée, l'industrie de valeur ajoutée de ces matériaux aujourd'hui. Oui, merci pour cette présentation et ce travail. Est-ce que vous pourriez nous en dire un petit peu plus sur votre enquête? Comment vous en êtes arrivé à faire cette enquête? Combien de temps ça vous a pris et comment vous l'avez financée? Oui. Alors, et j'avais une deuxième question. Vous avez parlé de l'exploitation possible de mines en France, par exemple. Mais est-ce qu'on est capable d'exploiter ces terres rares de façon propre, contrairement à ce qui se passe en Chine, comme vous l'avez décrit? D'accord. Alors, pour la première question, c'est un article que j'ai lu en 2010 sur ces nouveaux métaux.
Voilà, passionnant article qui raconte ce que sont les métaux stratégiques. La France les appelle les métaux stratégiques, c'est un mot que j'ai prononcé au début de cette intervention, qui m'a mené sur cette piste. J'ai fait un documentaire pour France 5, 1 an et demi dans pas mal de pays, et puis après j'ai continué à travailler dessus, mais pas que ça, hein. Ça a duré 7 ans, mais en réalité j'ai pas fait ça pendant 7 ans à plein temps, mais ça a été un travail continu, j'ai jamais lâché, de continuer après ce documentaire diffusé en 2012, et bien de me rendre en Indonésie, parce qu'un magazine m'a envoyé en Indonésie pour un autre sujet, donc j'en profitais pour faire un pas de côté et d'aller dans l'île de l'Étain, à Bangka, au nord de Jakarta. Et puis j'ai vécu en Afrique du Sud, donc j'ai pu aller voir la Reine du Platine. J'ai été pareil pour une mission en Argentine, donc j'ai pu en profiter pour aller faire quelques interviews en Argentine. Et en fait, tout ça, ce sont des voyages qui se sont agrégés comme ça pendant 6 ans. Comment je l'ai financé, ça a été la partie la plus difficile en fait. Finalement, dans ce livre, ce qui a été compliqué, c'est le financement. C'est pas tant les situations physiques ou les risques physiques. J'en ai pris en Chine des risques physiques, mais ils étaient modérés et il m'est finalement rien arrivé. Je suis allé une fois au poste, mais rien de plus grave. En revanche, ce qui était compliqué, c'est en fait de tenir la distance d'un point de vue financier, parce que finalement, c'est un financement qui s'est fait de briques et de broc, que j'ai payé sur mes propres deniers aussi. J'ai eu quelques bourses, un avaloir de l'éditeur, et tout ça a fait une espèce d'ingénierie financière extrêmement artisanale par rapport au haut degré de qualité de la finance chez vous, mais ça a fini par représenter plusieurs dizaines de milliers d'euros pour pouvoir à l'arrivée être capable d'avoir cette matière-là pour ce livre. Pour la seconde question, comment faire en France? D'abord en France, on fera, encore une fois, la mine propre n'existe pas. Le green minerai, c'est insupportable comme mot, c'est du greenwashing. Il n'y a jamais de minerai propre, il n'y a pas de mine propre. En revanche, on peut faire la mine responsable. Et je crois à la mine responsable, et qui dit responsable dit qu'en fait, on associe mieux les populations locales à la mine. Aujourd'hui, le principal problème dans une mine, il vient en fait du fait que les populations sont mal associées au projet minier. Pourquoi il y a des manifestations en France, notamment autour de projets d'exploration minier? C'est parce que les populations ne se sentent pas assez associées, elles ne sont pas mises au courant. Donc ce qu'il faut d'abord, c'est faire passer l'information. Voilà, à cette condition-là, peut-être qu'on peut réussir à créer un consensus. Et franchement, je dis peut-être parce que je suis assez pessimiste quant à la possibilité d'ouvrir des mines en France, même si je pense que ça nous honorerait d'être courageux, d'avoir le courage de dire oui, nous assumons une partie de ce processus minier. Vous me demandiez est-ce qu'on pourrait faire mieux qu'en Chine? Ce serait forcément mieux qu'en Chine. Après, en Chine, ça évolue très vite, hein. On fait de mieux en mieux en Chine, parce que les problématiques environnementales sont telles que les conditions d'extraction d'aujourd'hui ne peuvent plus être les mêmes que celles d'hier. Donc ça va s'améliorer en Chine, mais en France, on peut bien évidemment faire mieux qu'en Chine, surtout avec nos réglementations. Ça coûtera plus cher. Vous savez combien ça coûte toutes les matières premières dans un téléphone portable? À 500 €? Combien ça coûte en tout? Toutes les matières premières d'un téléphone portable. Monsieur a dit 4, moi je redis 3 €. Voilà, 3 € de matières premières, 4 € de matières premières. Ça, c'est le prix qu'on ne veut pas mettre, peut-être pas 4 mais 8, pour avoir des matières premières plus propres, plus responsables, plus éthiques. Voilà. Bonjour, merci. J'ai eu la sensation, quand vous parlez d'écologie, vous utilisez le nous, le vous, les eux et tout ça. Vous étiez, pardon, j'ai pas entendu. J'ai la sensation, oui, quand vous parlez d'écologie, oui, vous utilisez nous, vous, la Chine, les Occidentaux, tout ça. Mais nous sommes tous sur un... il existe une seule terre, je pense. Pour la deuxième question, là, à propos de 3 le prix de terres rares dans un téléphone, parce qu'il n'y a pas une internalisation des coûts, de tous les coûts. Ok, merci. Cette transition écologique, c'est un jeu de pouvoir. C'est une guerre économique. C'est leurs intérêts contre les nôtres. Qui s'en sortira gagnant? Donc effectivement, il n'y a pas ce nous d'ensemble. Il y a ce eux versus nous, parce que ce n'est jamais qu'un basculement vers de nouveaux équilibres qui vont générer de nouvelles tensions écologiques, économiques, géopolitiques. Donc il n'y a pas de monde, il n'y a pas de pays qui gagne dans un monde qui perd, mais ça, on n'en a pas pris conscience. Voilà, c'est pas une prise de conscience mondiale qui s'est opérée dans ce secteur des métaux rares. Après, nos téléphones portables devrait coûter beaucoup plus cher que ce qui coûte. En réalité, le minerai nous est vendu à un coût qui est inférieur à son coût réel. Quand je dis son coût réel, c'est quoi? C'est son coût de revient économique, parce qu'en réalité, ces industries sont subventionnées en Chine, donc l'État perd de l'argent
pour en fait vendre du minerai qui est sous-vendu par rapport à son prix de marché réel. Et puis surtout, le coût écologique est sous-évalué. Parce que s'il fallait inclure dans le kilo de terres rares le coût nécessaire pour reconstituer tous les écosystèmes et soigner tous les gens atteints de cancer, le prix exploserait. Donc bien évidemment que nos téléphones ne sont pas chers pour ce qu'ils sont, compte tenu du fait que, encore une fois, les externalités négatives liées à la production de ces métaux ne sont pas prises en compte dans nos technologies. Oui, alors, merci pour votre présentation. Moi, j'avais deux questions et un questionnement en fait. La première, c'est que ma compréhension de la transition énergétique est de pouvoir produire ce qu'il nous faut pour vivre sans émettre beaucoup de CO2. Les énergies vertes et un certain nombre d'énergies. Donc j'aimerais bien que vous puissiez clarifier ça, parce qu'il n'y a rien de plus qui me choque, excusez-moi d'être provocateur, mais je vous en veux bien l'être, que d'entendre que le véhicule électrique est une transition vers une énergie verte. C'est absolument scandaleux, parce que c'est absolument faux. Par exemple, un chiffre qui a été publié il n'y a pas très longtemps, un véhicule électrique qui roule en Allemagne aujourd'hui, avec le mix énergétique en Allemagne, fait plus de CO2 qu'un diesel. Dire qu'un véhicule électrique n'émet pas d'émissions, c'est absolument faux. Et d'ailleurs, comme vous avez donné l'idée qu'il faut aller des mines à la vie, je vous invite à faire du puits à la roue. Il y a des études qui sont publiques, connues de tous, qui montrent que le véhicule électrique, avec les mix énergétiques, avec beaucoup de charbon, la seule chose qui sauve ce CO2, c'est le nucléaire. Mais est-ce qu'on considère que le nucléaire, c'est une échappatoire? Je ne crois pas. Mais tout le reste, les mix américains, le mix en Europe, les véhicules électriques produisent énormément de CO2, plus que le diesel. J'interpelle aussi les gens pour différencier la pollution urbaine et la pollution planétaire, qui est celle qui est en fait menaçante pour le CO2. Donc voilà, donc vraiment, moi je trouve ça un peu étonnant d'entendre ça, et peut-être que vous pourriez clarifier les trucs de la transition énergétique. Merci. Je crois que vraiment votre réponse est dans la question. Vous avez répondu, des analyses de cycle de vie sont produites pour montrer finalement qu'est-ce que pollue une voiture électrique par rapport à un véhicule diesel. Alors moi je ne suis pas tombé sur votre étude, je serais curieux de la connaître, parce que j'en ai lu d'autres, mais qui disent qu'il y a un progrès sur la voiture électrique, c'est-à-dire qu'elle consomme moins de CO2 qu'une voiture thermique ou qu'un véhicule diesel. Alors ça dépend des mix énergétiques, parce que quand vous rechargez votre voiture à la borne, eh bien vous mettez de l'énergie dedans, de l'électricité. Elle vient d'où, cette électricité? Alors en France, on dit que c'est merveilleux, 80%, les voitures électriques consomment 80% de moins de CO2 sur l'ensemble de leur cycle de vie qu'un véhicule diesel. Oui, mais sauf qu'il faut quand même que vous me rappeliez que c'est grâce aux centrales nucléaires. Donc paradoxe complet des écolos qui veulent d'un côté avoir la voiture électrique, mais qui, bien sûr, organisent des bons chiffres en France de la voiture électrique grâce au nucléaire dont ils ne veulent plus. Donc déjà, il faut clarifier ce point de vue. Ensuite, c'est bien gentil de dire ça sur la France, mais ça se passe comment en Chine, qui sera en 2030, qui en 2030 sera le marché où il y aura 60% des véhicules électriques roulants. Mais là-bas, le mix énergétique est de 75% de charbon. Donc ça veut dire que votre voiture électrique, c'est une voiture à charbon. Et là, quand on arrive aux analyses de cycle de vie, on gagne 25%. C'est ce que j'ai vu sur certaines études, on consomme 25% de moins. Maintenant, il y a l'effet rebond. Donc l'effet rebond, ça veut dire que puisque je roule et que je ne salis pas, je vais rouler davantage. Et en 2040, nous disent les études, il y aura 2 fois plus de voitures en circulation dans le monde qu'aujourd'hui. Il y a environ 1 milliard de voitures, il y en aura 2 milliards en 2040. Et qu'est-ce qui permet justement d'accélérer ce doublement de la production de voitures? C'est aussi cette idée qu'on va se réconcilier avec la voiture grâce à l'électrique. Donc l'électrique, c'est une économie à un moment au kilomètre, mais qui est compensée et dont les effets sont perdus, dont les avantages sont perdus par le surplus de consommation que ça va générer. Et donc il faut regarder finalement ce qu'émet l'ensemble du parc automobile mondial en 2040 par rapport à aujourd'hui. Je ne suis pas sûr qu'il aura baissé. Donc en ce sens, effectivement, cette transition énergétique, elle pose plein de questions, et notamment sur nos modes de consommation. Parce que tout ça, c'est fait pour consommer davantage. Je n'ai rien contre le plus de consommation, mais qu'on nous le dise bien. Et je ne suis pas sûr que croissance et vert, croissance verte, soient des mots qui soient complètement qui puissent aller ensemble. Je me pose la question de la part d'oxymore de cette expression. Voilà. Oui, je voudrais juste rebondir sur ce que vous disiez par rapport aux métaux rares. On m'a appris depuis très longtemps que tout ce qui est rare est cher. Donc, a priori, là, non seulement c'est rare, c'est cher, et c'est non renouvelable.
Qu'est-ce que vous pensez de ce que l'on a fait depuis très longtemps, c'est-à-dire depuis 1891, je crois, qui est la découverte par le colonel Drake du pétrole, qui quelque part aujourd'hui se retrouve beaucoup plus intéressant que toutes ces matières qui sont un peu éparpillées partout. Et quand on voit le pétrole n'est pas une énergie chère. Qu'est-ce que vous en pensez? Vous en avez peu parlé. Alors, c'est intéressant parce que, en fait, souvent sur ces questions énergétiques, c'est très idéologique et puis il faut aussi regarder les choses de manière rationnelle. On pense qu'en basculant dans l'après-pétrole, on va basculer du Moyen-Âge à la Renaissance. On pense que c'est le passage de l'ombre à la lumière. Et effectivement, c'est infiniment plus complexe que ça. Parce qu'en réalité, on ne maîtrise pas bien les technologies utilisatrices de ces métaux, on n'a pas pris en compte jusque maintenant les réels coûts écologiques. Et tout d'un coup, effectivement, on se dit, bon, finalement, le pétrole dans cette histoire, c'est peut-être pas aussi catastrophique que ce qu'on voulait bien penser. Je dis pas que... Et moi, je ne suis pas pour qu'on reste dans cet âge de pétrole. Allons dans la transition énergétique, fonçons. Mais d'ailleurs, fonçons les yeux grands ouverts sur ce qui se passe et puis prenons conscience de ce que ça signifie dans nos changements de mode de consommation à la hausse. En tout cas, évidemment que le pétrole continuera de jouer une part importante de nos modèles énergétiques, que effectivement c'est la seule énergie qui se débite en bidon chez n'importe quel épicier aux États-Unis ou ailleurs, qu'elle a un taux de rendement qui est extrêmement intéressant aussi et qu'on ne va pas s'en débarrasser comme ça parce qu'elle présente plein d'avantages. Voilà, donc voilà, et c'est pour ça d'ailleurs qu'on va continuer. Le pétrole en part relative baisse dans les mix, mais en consommation brute, les chiffres augmentent. Et ils continuent d'augmenter, et ils continueront au moins jusqu'en 2040. Donc c'est vous dire que la pratique rejoint votre observation, que malgré tout ça, on continue de voir des intérêts au pétrole et à continuer à consommer toujours davantage de pétrole. Oui. Merci pour votre exposé. J'ai appris énormément de choses. En regardant votre carte, je vois que la France serait le seul pays producteur de métaux rares. Donc les pays voisins qui ont une frontière avec la France, l'Espagne, l'Italie, la Suisse, l'Allemagne, le Luxembourg, la Belgique, n'en auraient pas? Alors en fait, cette carte parle de métaux critiques. C'est la carte, j'aurais pu le préciser, mais en fait, si vous voulez, il y a des métaux rares qui ne sont pas critiques, il y a des métaux critiques qui ne sont pas rares. Comme je dis, rare, c'est une rareté géologique. En revanche, si la demande n'est pas forte, alors il n'y a pas de criticité. Parce que quelquefois, un métal ne trouve pas preneur. Il peut être rare, mais personne n'en veut. Donc il n'y a pas de criticité. En revanche, il peut y avoir des métaux abondants, comme le silicium, c'est ce qu'on avait dit au début, et qui pourtant sont rares, et sont critiques, pardon. Donc ce que vous voyez ici, c'est pas du tout exhaustif de tout ce qu'il y a comme métaux rares, mais c'est les métaux qui sont pointés du doigt comme étant les métaux qui présentent des risques d'approvisionnement. Alors il se trouve que la France a du hafnium, qui est en fait un produit de l'industrie nucléaire. C'est en fait du fait de notre industrie nucléaire que l'on est capable de produire du hafnium, et que la France effectivement a une part importante. Après, il y a quasiment pas de mines en Europe, très peu, sinon il y en a dans les pays scandinaves. Et donc en fait, certains métaux viennent de Scandinavie. Alors on trouve beaucoup de fer en Scandinavie. On pourrait d'ailleurs, sous-produit du fer, terre rare, extraire des terres rares en Laponie, dans les mines de fer. Néanmoins, aujourd'hui, la production de ces terres rares est inexistante. Donc il y a des projets d'exploration ou d'exploitation dans quelques endroits. Je sais qu'il y en a en Roumanie, je pense qu'en Espagne il doit y en avoir également, etc. Mais en réalité, ils sont relativement confidentiels et tout cela ne fait pas de l'Europe un grand continent minier, mais davantage un pays acheteur de ces matières premières, client, plutôt qu'un pays producteur. Voilà. Oui, petite question. Merci pour votre présentation. Moi, je voudrais aller au-delà, en fait, car vous parlez de métaux rares qui, en fait, ne sont pas rares. Mais alors, en fait, la vraie chose rare, est-ce que c'est pas finalement l'énergie? Parce que donc, du coup, produire des objets numériques, électroniques, donc en résumé électriques, ne poseront jamais de problème. Mais le vrai problème, en fait, c'est l'utilisation, parce que même pour la voiture électrique, alors si elle fonctionne au nucléaire en France, moi je veux bien, mais déjà l'EPR c'est un fiasco. Après c'est les vieilles centrales nucléaires qu'on prolonge. En Allemagne c'est le charbon et les panneaux photovoltaïques qu'on ne sait pas recycler et où là il n'y a plus de silicium. Ou alors encore de la méthanisation où ça fuit partout, où c'est encore plus dangereux que le CO2. Donc concrètement, qu'est-ce qu'on fait quoi? Parce que pour changer nos comportements, moi je vais bien, mais si on remplace notre voiture diesel par notre voiture électrique, ou notre voiture électrique par le tram électrique, ou le tram électrique par le TGV, de toute manière, on n'a jamais la solution, quoi, finalement.
ce qui est certain, c'est que plus de voitures électriques, c'est un appel supplémentaire, une mise à contribution du réseau électrique supplémentaire. Et qu'aujourd'hui, ça pose des tas de questions de se dire, mais est-ce qu'on aura suffisamment d'énergie pour cette transition énergétique? Est-ce que finalement, on y arrivera, faute d'énergie? Donc, vous posez une question essentielle, qui est celle je vous écoute, vous aviez quelque chose à dire? Il faut limiter la population sur la planète. Déjà, commencer par cet élément, parce que voilà, on est 7 milliards, après 10 milliards. Il faut encore électriser l'Afrique qui vit pratiquement dans le noir, à part quelques pays. Et en plus, après l'Europe, les États-Unis, le Japon et tout ça qui continuent à avoir une consommation électrique exponentielle. Alors, je suis pas allé jusque-là, mais oui, la bombe D, on en parle, la bombe démographique. Voilà, je l'entends. Moi, je n'ai pas fait de politique dans mon livre. Je propose des solutions qui sont, je dirais, techniques, recyclage. Je parle de solutions sur la matière, sur la rationalisation de la matière. En revanche, vous aurez, et moi, je suis comme vous, je tâtonne sur ces questions-là parce que je ne suis pas politique. Que fait-on? Comment change-t-on nos modèles économiques? Comment est-ce que faut-il passer à la décroissance ou à la post-croissance? Et donc ça, ce sont des questions politiques auxquelles je ne me suis pas attaqué parce que sinon j'aurais terminé mon livre dans 10 ans. Donc voilà, j'ai écrit quelque chose, j'ai écrit une enquête, je propose des solutions dans mon livre, mais des solutions qui touchent directement à la consommation de matière. Comment est-ce que techniquement et avec des modèles économiques on peut faire? Après, vous ouvrez d'autres champs sur lesquels je ne suis pas spécialiste, mais je pourrais juste citer un exemple qui est tout bête et qui montre que de nouveaux modèles économiques peuvent fondamentalement changer les choses. Vous savez, aujourd'hui, on achète un téléphone. Du coup, le producteur, le fabricant, il a intérêt à ce que vous changez de téléphone tous les 6 mois. Maintenant, si on change de modèle économique et qu'il vous loue les téléphones, il a intérêt à ce que vous gardiez votre téléphone le plus longtemps, parce que ça va mieux le rentabiliser. Donc vous voyez qu'en changeant complètement cette façon de penser, eh bien en fait, on n'est ni dans la décroissance ou la surcroissance ou la post-croissance. On change un modèle économique parce que immédiatement, ça change tout de suite le rapport intellectuel à nos modes de consommation. Aujourd'hui, vous avez par exemple des vendeurs de pneus qui concrètement louent les pneus, des services de location. Donc ce n'est plus la propriété, c'est l'accès, c'est l'usage. C'est là que je rejoins complètement Jeremy Rifkin. Et dans ce mode de fonctionnement-là, alors peut-être qu'effectivement, nous consommons moins, et puis surtout que l'industrie a intérêt lui-même à mieux rentabiliser son matériel, son produit et donc sa matière première. Donc là-dedans, vous voyez que, et je n'ai pas étudié tous ces modèles économiques, mais il y a une littérature foisonnante sur la question qui peuvent montrer qu'on peut trouver des solutions. Voilà. Quant à votre point sur le malthusianisme, moi personnellement, j'ai pas de point de vue. J'ai bien compris que vous vous êtes concentré surtout sur la question écologique, mais il est évident, économique et géopolitique aussi. Voilà, mais il est évident avec le peu de temps que vous avez à disposition, mais je voudrais aussi rebondir et vous lancer un peu sur la question des violations des droits humains en lien avec toutes ces productions, parce que ces métaux, en partie, ne s'appellent pas uniquement métaux rares, mais aussi conflict minerals, et à forte raison. Et alors, quelles ont été vos observations et quelles sont les pistes que vous proposez au niveau politique, économique, pour y apporter des bonnes réponses? Parce que c'est pas demain qu'on va ouvrir les mines en France et au Luxembourg. Alors, passionnante question et une réponse courte. Mais d'abord, les conflict minerals, les minerais de conflit, qu'est-ce que c'est? C'est notamment le coltan, et... Oui, non mais ça remarche. C'est le coltan, je vais en mettre 2. C'est le coltan et le tantal. Et effectivement, ces minerais, on les extrait notamment en RD Congo, dans la province du Kivu, à l'est du pays. RD Congo, et là-bas, effectivement, il y a des groupes paramilitaires qui se financent grâce à l'extraction et au marché noir de ces matières premières. Ça, c'est les sujets sur lesquels notre position est ambiguë au niveau de l'Europe. Nous avons besoin de ces minerais, nous préférons ne pas trop savoir d'où ils viennent. En même temps, il y a des procédures de plus en plus strictes qui sont appliquées au niveau de l'OCDE et de la Commission européenne pour pouvoir justement mieux labelliser l'origine de cette matière, s'en passer complètement.
Donc moi je pense qu'il y a un processus qui est évolutif et qui va dans la bonne direction sur ce plan-là. On ne peut plus faire n'importe quoi. La prise de conscience des impacts militaires sur les droits humains, comme vous dites, de l'exploitation de ces métaux là-bas, fait qu'à un moment, les groupes sont de plus en plus exposés à des risques de réputation. La réputation, ça a un coût concret. Ce capital immatériel a un coût réel. C'est très dangereux aujourd'hui, de plus en plus dangereux pour une entreprise d'être exposée à ce type de risque-là et de se voir reprocher par une ONG de financer directement un conflit en fermant les yeux sur l'origine du produit. Donc aujourd'hui, compte tenu de la montée en puissance de ces problématiques-là, compte tenu de l'importance grandissante que les groupes attachent à la monétisation de leur image, eh bien, les groupes vont devoir trouver des solutions. Ils vont devoir éviter au maximum de se retrouver dans ces situations-là, d'autant que jusque maintenant, ces groupes passaient par des intermédiaires. Ah non, moi c'est l'intermédiaire, je sais pas. Non, ça c'est plus possible. Maintenant, les groupes remontent de plus en plus à la mine. Volkswagen veut aller chercher le minerai directement à la mine, le cobalt. Mais qui dit aller chercher le minerai à la mine, dit qu'il n'y a plus d'intermédiaire et que vous êtes responsable des enfants qui travaillent dans les mines de cobalt pour les batteries des voitures électriques. Donc ça vous expose encore plus. Donc ça veut dire que cette prise de conscience monte. Elle se fait avec sa part d'hypocrisie, je suis d'accord. Néanmoins, on est sur une bonne direction. Et puis surtout, aujourd'hui, les groupes vous disent « Mais moi, je veux du minerai recyclé. Je vais avoir besoin de minerai recyclé. Alors, il coûte plus cher que le minerai à la mine. Mais au moins, ma réputation n'est pas mise en cause. Si jamais on vient me chercher sur mes approvisionnements de minerai recyclé, je dirais qu'ils viennent de France. Mais je ne serai pas exposé à du minerai neuf qui vient d'un pays en guerre. Et donc aujourd'hui, finalement, est-ce qu'il n'y a pas un nouveau modèle économique qui naît là ? Où on n'oppose plus le prix du minerai recyclé plus cher que le prix du minerai à la mine, mais on trouve l'intérêt économique d'avoir un minerai qui ne mette pas en jeu votre capital immatériel. Et peut-être que dans cette prise de considération-là, avec ce changement de mentalité-là, eh bien tout d'un coup, recycler du minerai, ce serait vachement plus rentable. Alors on va prendre les dernières questions avant de passer aux dédicaces. Oui, monsieur. Merci. Moi, je voulais revenir sur la question du prix. Parce que vous avez dit qu'il n'est pas vendu au juste prix, qu'il est vendu en dessous de ce prix. Oui. Alors, est-ce que c'est dû au fait que des frais, comme des frais écologiques ou l'exploitation de la ressource humaine, ne sont pas comptabilisés ou pris en compte? Ou est-ce que c'est carrément, parce que vous avez dit que c'était subventionné par les États. Et quel est l'intérêt de subventionner une matière dont vous détenez le monopole? Alors, d'abord, effectivement, c'est le prix, comme vous avez dit, hein, les coûts de réparation, enfin les coûts de traitement environnementaux ne sont pas intégrés dans le prix du minerai. Ensuite, effectivement, le prix du minerai, aujourd'hui, ce secteur des terres rares en Chine, il est souvent déficitaire. L'État perd de l'argent. Ce sont des entreprises, je vais vous expliquer, ce sont des entreprises publiques qui sont financées par l'État et qui perdent de l'argent. Pourquoi ? Eh bien, parce qu'en fait, la Chine, elle a compris que nous étions des capitalistes. Mais elle n'est pas capitaliste. Elle est prête à perdre de l'argent sur le prix du minerai. Elle n'a pas besoin de gagner de l'argent sur la revente du minerai, puisqu'elle ne va pas le revendre. Elle est prête à perdre de l'argent pour qu'aucune mine alternative aux mines chinoises n'ouvre. Si moi, j'ai une mine en France et que le coût du minerai est à 100, mais que la Chine baisse artificiellement le prix du minerai à 10, ma mine, elle n'ouvre pas. Et c'est ce qui se passe notamment aux États-Unis, la mine de Molycorp, de terres rares, qui a réouvert quand le prix du minerai était à 100 et qui a refermé quand le prix du minerai a chuté. Donc la Chine manipule les prix à la baisse, conserve le prix du minerai anormalement bas, parce que comme ça, dans notre logique capitaliste, nous ne pouvons pas ouvrir de mines alternatives, et du coup, elle demeure maîtresse de 95% de la production du minerai. Elle perd de l'argent sur l'amont, mais elle sait ce qu'elle en gagne sur l'aval. Conneries, court-termisme, qu'est-ce que je réponds? Nous sommes dans une acculturation complète par rapport aux questions de matières premières. Nous ne savons plus d'où vient la matière première. Voilà. Vous savez, ce sondage américain, 16 millions d'Américains pensent que le lait chocolaté provient des vaches marrons. Mais c'est pas, alors, que dire des milliards dans vos téléphones portables? Personne ne sait. Personne ne sait. Nous sommes complètement acculturés sur ces questions-là parce que nous n'avons plus besoin de la matière brute. Elle a été tellement transformée que du coup, aujourd'hui, d'où vient le pétrole à la pompe? Personne ne sait. Et voilà. Donc en fait, tant qu'il n'y aura pas cette reprise de conscience-là, je ne vois pas les gouvernements bouger beaucoup non plus. Alors, je pense qu'on va conclure là-dessus, parce qu'on a encore le temps de discussion pendant les dédicaces. Guillaume Pitron ne va pas partir tout de suite. Je sais aussi que certains d'entre vous ont des obligations, donc pour éviter de bloquer tout le monde, je propose qu'on remercie Guillaume pour son intervention. Merci.
Quant à nous, je rappelle que, donc, comme dit, c'était la dernière de la saison. On va recommencer en septembre-octobre. On n'a pas encore la date, mais pour fêter à notre manière les 10 ans du crash de Lehman Brothers, on va inviter Marc Chenet, qui est professeur à l'université de Zurich et qui a écrit un livre très intéressant sur tout ce que nous n'avons pas fait pour réguler le système bancaire, qui, contrairement à ce que vous pensez peut-être, n'a absolument connu aucune régulation d'ampleur depuis 2008. Alors bon, voilà. Donc ça, on va vous communiquer à la date quand on l'aura fixé avec lui. Sinon, dans le cadre de Bond en Doc, on va présenter le 1er octobre un film qui s'appelle Abacus, Enough Small to Be Jailed. On va parler de l'unique petite banque, d'origine chinoise d'ailleurs, qui a été condamnée aux États-Unis, à Wall Street, suite à la crise des subprimes. Voilà, donc ils ont trouvé une petite banque qu'ils ont punie, et les grosses banques, comme vous le savez, elles s'en sont beaucoup mieux sorties. Merci. Et merci à vous, Jean-Sébastien Ripert. Merci beaucoup.